qu'est-ce que c'est qu'une ville finie? C'est la question un petit peu théorique. Puis, est-ce que Renan est une ville finie? Finie dans le sens... on se comprend. Fini urbanistiquement parlant, quoi. C'est pas que c'est complètement naze de vivre à Renan, ça, personne n'y croit. Mais donc, cette question un peu théorique, et puis peut déboucher sur des questions assez pratiques de comment est-ce qu'on révise le plan d'affectation communale, pour se poser finalement la question de peut-être d'étapes dans la croissance d'une ville, d'étapes dans la forme d'un règlement pour pouvoir arriver à l'étape d'après. Je l'ai dit, je ne sais plus si c'était à la pause ou ici, c'est un peu une urbanisation adolescente, et puis est-ce qu'il y a un peu des maturations comme ça dans l'histoire de la ville, et puis vers quoi ça va, étant entendu que je crois avoir compris qu'on n'arriverait pas à une ville du 14e, du 12e siècle à Renan partout, même dans 600 ans. C'est-à-dire que l'évolution de la ville, sur la base moderniste, sur la base, on va dire, hygiéniste, n'est pas forcément la vieille ville de Lausanne ou de Renan ou du centre-ville. Donc cette question, en fait, un peu théorique au départ, est-ce que Renan est une ville finie? Et puis alors, ton avis de praticien après, sur la ville, sur comment est-ce qu'on doit aborder cette continuité sur une base assez chaotique, effectivement, assez hybride, pour ne pas être trop péjoratif dans cette qualité-là, et comment est-ce que ça peut se développer? S'il vous plaît, professeur Marchand. D'accord. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, disons, moi, la première réaction quand j'avais lu ce que tu nous avais envoyé, Renan, une ville finie, ça m'avait amusé parce que quand j'étais encore étudiant à Genève, j'avais un professeur qui s'appelait Vicary, Jacques Vicary. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Et Jacques Vicary, il m'avait expliqué pour la première fois de ma vie qu'il y avait des villes qui étaient mortes, donc qui avaient des croix, au fait. Et c'était une chose que pour un jeune qui a vécu que dans le XXe siècle, était assez incompréhensible. Tu vois, c'était assez intéressant. Et il donnait des exemples, notamment des villes romaines coloniales de l'Afrique du Nord, Tingad et autres, qui étaient des villes qui avaient disparu. Donc, il n'y avait plus que les traces des villes disparues, tu vois. Et c'était pour moi une énorme révélation de m'imaginer qu'effectivement, une ville ait pu, à un moment donné, si tu veux, ne plus garantir sa pérennité parce qu'elle avait plus une fonction qui faisait qu'en fait, il y avait une vie qui s'est déclarée. Hein. Et alors, il y avait multiples raisons, souvent de nature économique, mais aussi guerrière et autres. Et ça montrait bien que ça m'a un peu relativisé cette idée de la pérennité, si tu veux, des organismes qui finalement ont besoin d'être constamment revitalisés et peut-être avec des nouvelles fonctions, des nouvelles données pour qu'ils puissent continuer à vivre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de distance entre le bâti, la structure, le matériel, si tu veux, et la vie qui s'y déroule. Et si à un moment donné, il manque une adéquation, si tu veux, il y a un des deux paramètres qui doit bouger. Donc les villes qui sont mortes, le paramètre, c'est que la vie est partie et il est resté des ruines. Et ça a toujours cette question qui renvoie à l'architecture, parce que tu parlais de la théorie de l'architecture, entre la forme et la fonction. Donc, Xavier parlait de l'article d'André Corbeau, c'était à propos des rénovations des sites industriels, où au fait les architectes ont été confrontés à la fin des années 60 à la règle que c'est la forme qui prime par rapport à la fonction. Et il donnait, parce qu'au fait, les rénovations des zones industrielles, je pars un peu n'importe où, mais tu me dis, hein, tu me renvoies à apprécier. Non, pour l'instant, je suis très satisfait de cette prestation. La rénovation des villes industrielles nous avait fait évoluer la théorie urbaine, en quelque sorte, et architecturale, parce qu'on a dû travailler avec des formes qui n'étaient pas extensibles et pas démolissables, en quelque sorte, en grande partie. Et c'est très intéressant parce que d'ailleurs, j'ai une de mes anciennes assistantes qui vient de faire un petit article sur la question des rénovations des zones industrielles actuelles,
où il y a un habitat hors norme qui est en train de s'y déclarer parce que les profondeurs sont très grandes. Et au fait, c'est plutôt le logement qui est en train de se plier à la forme que le contraire. Voilà. Bon. Alors, pour revenir à la question de la ville finie, qui était ce que tu as posé comme question, ce qui m'a intéressé, si tu veux, c'est que on a, en fait, la loi de 2014, elle a eu un effet qu'on n'a peut-être pas encore complètement réglé en termes théoriques. Je m'explique. La loi a été toujours très présentée comme, effectivement, construire la ville dans la ville, c'est ce qu'il faut faire par la suite. Et d'ailleurs, Christian a expliqué que ce n'est pas du tout une idée nouvelle. Mais le corollaire à ça, parce qu'on ne peut pas dire... Il faut expliquer pourquoi, parce que c'est compliqué de faire la ville dans la ville, tu vois. Le corollaire à ça, c'est la fin de l'étalement, tu vois, la fin de l'étalement. Donc, on ne peut pas continuer à s'étaler. Et le terme étalement est un terme très important dans cette histoire-là. Parce que, au fait, si tu veux, les villes du XXe siècle, déjà dès la moitié du XIXe, se sont caractérisées pas par l'étalement, mais par l'extension. Tu vois, toutes les grandes villes, des grands modèles de villes du début du XXe siècle sont des villes d'extension. Et le cas le plus extraordinaire, quand tout le monde se gargarise là-dedans, et à juste titre, c'est Barcelone de Cerdà. C'est une ville d'extension. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y a la Vienne qui s'étend avec le Ring, Genève avec le même Ring, de Blodzinski qui est venu à Genève, si tu veux, avec la fin des murailles. Donc, si tu veux, la ville qui était finie en termes matériels, la modernité a voulu qu'elle ne soit pas finie, tu vois. Et ça, pour moi, c'est très intéressant parce que cette question de l'extension a fait que était le thème le plus important. D'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'on disait, en France surtout, il y avait des plans. Les plans s'appelaient d'aménagement, d'embellissement et d'extension. Tu vois, il y avait les trois termes, il y avait déjà l'aménagement, l'embellissement est très important et l'extension. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'on a commencé à faire des plans d'extension. Et d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont encore les fameux PEP, non hein Denis, les PEP, les plans d'extension. À Renan, exactement. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on maîtrise cette extension. Tu vois, donc tu as le noyau et tu as l'extension. Et ça donne vraiment le sentiment que l'enjeu est dans cette extension. D'ailleurs, à Genève, il y avait un bureau du plan d'extension, hein, donc, qui était par des gens très importants, dont Bernoulli a eu beaucoup de contacts. Et il y a cette question de l'extension, tu vois. Et l'extension, elle a posé deux questions. Hein. Elle a posé la question de l'art urbain et de la planification rationnelle. Tu vois. Parce que, au fait, l'extension, elle a été toujours faite pratiquement sur l'opposition d'un nouveau modèle au modèle ancien. Tu vois. Cerdà, il a réinterprété l'îlot, mais qui n'est pas du tout l'îlot de Barcelone, parce qu'il ne le retrouve pas dedans, en ayant une barrière, une chose complètement différente, si tu veux. Donc, si tu veux, de nos jours, les villes, elles peuvent plus s'étendre, en quelque sorte. Donc, on a le sentiment qu'elles sont finies et qu'elles ne croissent plus, tu vois, parce que la croissance a été en rapport avec cette notion de l'extension. Donc, voilà. Donc, ça pour dire que ça pose véritablement une question, à mon avis, très intéressante, c'est de changer en quelque sorte de paradigme, en tout cas par rapport à la question que croissance égale à extension. Tu vois. Donc croissance maintenant, ce serait plus égal à extension, ce serait en rapport à quelque chose d'autre. Alors, c'est clair que dans ce sens-là, et je pense que Xavier disait tout à l'heure, une ville n'est jamais finie, mais ça on le sait, si tu veux. Ou alors elle meurt. Si elle est finie, complètement finie, elle meurt, tu vois. Donc, quand elle n'est pas véritablement finie, et elle meurt. Et alors, par rapport à cette question d'une ville qui est en quelque sorte dans ses limites, si tu veux, il y a peut-être deux choses qui sont intéressantes par rapport... C'est des réflexions un peu comme ça, si tu veux. Deux choses sont intéressantes, qui sont spécifiquement une spécificité, à mon avis, helvétique. C'est que les villes suisses sont très petites, tu vois.
Et quand j'ai fait le travail sur les surélévations à Genève, je me suis rendu compte que tu pourrais dessiner Genève comme une ville de partie, à la Rossi, parce que les quartiers sont clairement identifiables. Tu as le Paquis, tu as les Eaux Vives, tu as Champel, etc., etc. Et au fond, les villes suisses sont très souvent morphologiques, tu vois, morphologiques. C'est-à-dire qu'on arrive encore, malgré tout, à en faire un dessin, même si je suis assez d'accord avec Xavier qu'on ne peut pas dessiner une ville, mais les villes suisses, d'habitude, on peut comprendre son dessin, on peut comprendre parce que l'extension a été assez contenue aussi, et très clairement identifiable. Alors, par rapport à ça, évidemment, il y a des considérations intéressantes. Le plan que tu nous as montré là, que je ne connaissais pas et qui me fascine complètement parce qu'il est d'une beauté incroyable. Tu es d'accord, hein, t'es d'accord? Oui, dans son dessin, dans son dessin. Peut-être pas. Pour toi, mais pour ceux qui l'ont dessiné, oui. C'est clair. Tu vois, ça, il faut toujours faire très attention. Tu considères toujours l'œuvre du passé selon tes propres yeux. C'est clair. Et là, c'était un progrès incroyable. Et c'est ce qu'on appelait la ville verte. Et il faut savoir que si une des qualités des villes suisses, notamment romandes, est qu'elles sont encore extrêmement identifiables, c'est qu'en 1942, notamment dans le canton de Vaud, il y a le plan de quartier. Et le plan de quartier, que de nos jours tout le monde dit que c'est peut-être pas un instrument idéal, mais il a été un progrès absolument incroyable et qui a donné lieu effectivement à l'identité des parties de la ville. Donc, ce qui voudrait dire concrètement que si tu prends cette réflexion-là, tu peux dire que Renan pourrait être dessiné. D'accord? Bon. Mais après, on a les plans d'affectation. Et ça, c'est la merde. Parce que ça, c'est pas dessiné. Et alors, bon, moi, je travaille avec Xavier actuellement sur le plan, et puis je suis ravi parce que c'est vraiment la première fois que je me confronte à un plan d'affectation, parce que j'ai toujours détesté les plans d'affectation. Pour plusieurs raisons. Parce que... Et là, tu t'es dit, avec Xavier, je suis prêt à tout. Avec Xavier, non, parce que Même Xavier est un peu mon d'affectation. guide spirituel aussi dans ces questions-là. Et lui, il m'explique très bien les choses. Tu vois. Pourquoi j'aime pas trop les plans d'affectation? C'est parce que, d'abord, si tu veux, je suis sidéré de voir la pérennité des plans d'affectation. Il faut savoir qu'ils existent pratiquement depuis un siècle. Les premiers plans d'extension, c'est Abercrombie en Irlande. C'est où il a dit, il y a des zones et il y a des densités. Et c'était les premiers plans d'affectation. Et c'est quand même extraordinaire qu'une formule aussi simple ait pu perdurer. Alors, elle perdure, pourquoi? Parce que tout le monde la comprend et parce qu'elle est très abstraite. Elle est le contraire, si tu veux, de ce que j'aime. Et par contre, ce que j'aime pas du tout dans le plan d'affectation, et je trouve même que, si je reviens un peu à Renan, on pourrait avoir un peu deux positions, deux choses différentes, c'est que les plans d'affectation, la grande valeur inhérente, c'est l'homogénéité. Tu vois, tu prends des secteurs et tu leur donnes les mêmes règles. Tu vois. Et après, tu as toujours le secteur du centre, parce qu'il fallait bien reconnaître qu'il y avait déjà une entité déjà existante. Et puis évidemment, ça s'est fait aussi et beaucoup à Renan pour des raisons de réglage de l'industrie et de la relation entre l'habitat et l'industrie. Parce que, s'il y a une chose certaine, c'est que le Renan, c'est un laboratoire de la modernité. Ça, c'est évident. Bon. Donc, ça veut dire que ces plans d'affectation, si tu veux, ne traduisent pas l'hétérogénéité totale qui est de nos jours Renan, en grande partie, parce que c'est une ville que je ne connais pas aussi bien que Martin et d'autres qui sont là, mais quand j'avais fait les travaux sur le paysage de la modernité, j'avais identifié que c'était des lieux qui ont été planifiés à partir des années 40 sur la base de l'implantation d'industrie. Ça, c'est évident. D'où le fait qu'il y ait tous ces plans comme celui-là qui est là, que tu ne trouveras certainement pas à Lausanne, parce que ça a été un vivier, si tu veux, de cette idée de la ville verte et de la ville moderne, si tu veux. Alors, moi, je suis un de ceux que je trouve que chaque période a ses propres valeurs. Je pense qu'on ne peut plus faire ce qu'on a fait dans le temps, et ce serait une erreur de le faire.
Mais je jette pas non plus complètement le bébé avec le bain. Pour 2 raisons. La première, c'est que malgré tout, le paysage de Renan est en grande partie le paysage de la modernité. Et que si tu veux la faire évoluer, tu ne pourras pas t'extraire de cette vision-là. Tu vois, donc ça, c'est la première chose. Donc il faut intégrer parfois cette brutalité de la modernité. Donc on s'est promené il y a peu de temps et tu as des petites maisons et puis à côté, pouf, l'immeuble, avec même des relations qui ne sont pas réglées. Enfin bref, les choses se sont faites un peu comme ça. Mais en même temps, c'est d'un potentiel absolument extraordinaire, si tu veux, cette situation-là. Donc, voilà. Et puis, l'autre chose que je trouve qui serait intéressante, c'est de voir dans quelle mesure cette opposition entre l'art urbain et la planification, qui a donné au plan d'affectation, au lieu d'être opposé, parce que, si tu veux, évidemment, il y a eu le passage de l'art urbain à l'urbanisme, si tu veux, qui a été une catastrophe, dans un certain sens, parce qu'on a perdu, justement, cette notion donc de la ville en tant qu'une entité spatiale constituée. Mais pourquoi on n'arriverait pas, maintenant, à faire une synthèse entre les deux, tu vois ? C'est-à-dire que reconnaître que le plan d'affectation a ses propres valeurs, si tu veux, qui est l'identification notamment des droits à bâtir des gens, auxquels ils tiennent, et qui est peut-être d'identifier quand même qu'il y a une vision fonctionnelle qui peut quand même encore avoir un sens par rapport à certaines répartitions des fonctions dans le territoire. Et en même temps, essayer de voir dans quelle mesure tout le discours sur les espaces publics, sur les espaces verts et autres, que finalement ont émergé dans les années 90, mais qui commencent dans les années 60. À Barcelone, les premiers espaces publics sont dans les années 60. Donc ça fait déjà en tout cas 80 ans, 60 ans en tout cas, qu'ils existent. Comment on ne pourrait pas s'imaginer effectivement que ces deux choses-là pourraient converger. Mais évidemment, la question qui se pose, c'est quel serait l'instrument, en quelque sorte, tu vois, qui pourrait contenir ces deux pendants. Est-ce que c'est le plan d'affectation ? Alors, est-ce que c'est encore le plan d'affectation ? Exactement. Alors, si je continue dans mes réflexions, donc le problème qui s'est beaucoup posé jusqu'à maintenant aussi, et qui est un problème un peu lancinant, c'est toujours cette question du produit et du processus, tu vois. Et au fait, ce qui était très intéressant si on parle un peu d'instruments de planification, en tout cas, ce qui m'a fasciné dans les plans guides de Chemetov à Nantes, et puis qui ont suivi par la suite, c'est que, en fait, les deux choses étaient intimement liées, tu vois. Donc, moi, je suis vraiment un fervent de cette manière de faire, parce que je trouve que si tu arrives à faire une planification où tu donnes un certain nombre de règles qui sont un peu immuables, c'est-à-dire où la collectivité peut se reconnaître, parce qu'un plan d'urbanisme, c'est aussi ça, si tu veux, c'est garantir le droit des privés, mais surtout garantir les droits de la collectivité, tu vois, donc, parce que si tu n'as pas ça, le droit du privé va se superposer là-dessus. Mais disons, c'est de dire que tu peux déterminer un certain nombre de règles qui sont immuables, mais après, tu peux systématiquement faire évoluer un plan. Donc, on vient à la notion du plan directeur dont parlait Christian Weissmann tout à l'heure, mais avec une autre formule, si tu veux, qui était de celle d'admettre que les choses ne sont pas complètement immuables, tu vois, et qu'elles peuvent évoluer. Alors, c'est un peu contraire à l'embellissement, dans un certain sens, qui d'habitude était sur des règles notamment esthétiques très précises. Mais si tu garantis que tu peux avoir un certain nombre de règles qui sont immuables, tu peux garantir aussi le flou, qui n'est pas le chaos, mais le flou. Tu vois, le flou à côté, exactement. Donc, ce qui renvoie à la question de l'interprétation, de la souplesse. Voilà. Après, il y a plein de problèmes juridiques qui vont avec, si tu veux, mais parce que, évidemment, tu dois partir d'une autre base que celle de l'homogénéité, mais plutôt du coup par coup. Et puis, ça revient évidemment au rôle évidemment du projet, qui est évidemment assez fondamental, toujours par rapport au territoire, et qui est toujours un peu compliqué, parce que moi, par exemple, quand mon bureau a été en arrêté parce qu'Inès et Patrick se sont séparés, je commençais déjà à être dans une phase où je trouvais que les travaux qui m'étaient confiés, il y avait 5% de projets. Et peut-être 20% de rapports pour expliquer des choses, etc. etc. Et je trouve que d'ailleurs que l'évolution dans le canton de Vaud par rapport
ce numérique qui est venu très fort par rapport à toutes ces questions-là, on fait qu'on a de moins en moins la raison du projet. Mais Xavier Fischer, il fait des projets avec des plans d'affectation. Et c'est pour ça que je suis avec lui, parce que vraiment, il arrive, lui, à revenir à la vocation de la ville en partant du plan d'affectation. Voilà. Et même en partant du projet. Même en partant du projet, exactement, tout à fait. Alors, après, évidemment, il y a, quand je parle d'un nouveau, si je plaiderais, par exemple, pour un nouveau embellissement, qui m'aurait beaucoup plu, c'était de dire qu'au fond, et ça, on a commencé à travailler un peu dans ce sens, je suis très heureux, si la question du vide et de la nature sont primordiaux par rapport à l'évolution de cette ville qui se construit sur elle-même, ça veut dire qu'on reviendrait justement à ce qu'on appelait effectivement des éléments d'embellissement qui englobaient justement les espaces publics et les espaces verts, si tu veux. Ouais. Et ça, je trouve que, évidemment, le rôle des paysagistes est essentiel de nos jours, et peut-être même d'autres corps de métier, parce qu'ils vont nous donner peut-être une autre vision de la ville qui est celle de nos jours. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'urbanisme, dans le temps, il a été toujours constamment conditionné par les problématiques qui se sont posées. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup d'affection pour les années 70, pas uniquement au niveau de l'architecture, aussi beaucoup parce qu'il y a eu un humanisme, si tu veux, qui s'est déclaré dans l'urbanisme qui n'existait pas avant. Les gens du Team 10, Atelier 5 en Suisse, tu vois, ARB et autres, des gens comme ça. Mais parce qu'au fait, tout ce qu'on vit de nos jours, c'est réglé dans les années 70. Ça a été la crise d'énergie, les sensibilités patrimoniales, les crises écologiques, le début du refus de la voiture, etc., etc. Le Club de Rome qui dit que halte à la croissance, etc. Toutes les problématiques se sont posées là, si tu veux. Et ça a été très intéressant parce que les architectes, ils n'étaient absolument pas formés. Tu vois, par exemple, pour la question de la rénovation, ça a été vraiment une espèce de grand débat. Et ne parlons pas du solaire, qui arrive exactement aussi dans les années 70, si tu veux. Donc, ce qui est très intéressant dans cette fin de la modernité, c'est qu'elle a posé les bases de ce que nous, on est encore en train de vivre de nos jours. C'est clair. Sauf qu'on est arrivé à un extrême aujourd'hui qu'on doit finalement les appliquer. Tu vois ? Donc on doit enfin faire tout ce que ces gens-là nous ont dit qu'il fallait faire dans les années 70 et Absolument. qu'on a finalement tardé à faire. Et qu'on n'a jamais pu faire. Bon, c'est assez intéressant parce que... Mais je te remercie. Alors, mais c'est moi qui te remercie. Malgré toutes tes qualités, je dirais que c'est très intéressant. En fait, tu plaides quand même pour dire qu'on est toujours des postmodernes, quoi, en gros. Oui, absolument. On doit relire tout... Oui, effectivement, j'ai lu un article sur René Dumont qui s'est présenté à la présidentielle française et qui a écrit « L'utopie ou la mort ». Ouais. Et qui était effectivement, après la lecture du rapport Meadows, effectivement assez... qui montre qu'aujourd'hui, on réinvente rien dans l'écologie politique, sauf que peut-être que gentiment, on commence à se rendre compte que... Alors, est-ce trop tard ? Et donc, Renan Villefini peut-être peut reprendre son véritable sens, c'est-à-dire, de toute façon, tout est fini. Quand on t'écoute, il y a beaucoup de liens justement de ces questions, plan climat, urgence écologique et puis situation de l'urbanisme aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un état de la ville, mais aussi à un état du monde. Quand tu parles de croissance, quand tu parles avec la modernité et l'extension, on a inventé une ville qui n'était plus finie, c'est-à-dire qu'on a enlevé les limites et donc la vraie traduction actuelle du rapport Meadows, c'est les limites à la croissance dans un monde fini. C'est ça. Et donc finalement le territoire bute sur les mêmes questions. Et effectivement, quand tu parles de villes finies dans le sens morte, c'est des villes qui sont effondrées. Et donc des villes qui ont perdu leur... Petra, par exemple, qui tout d'un coup
perdu exactement. ses rapports à Tout à l'eau. fait. Voilà, exactement. Nîmes, même Ouais. chose, effectivement, qui sont tout d'un coup Ouais. mortes par la fin de la relation à ces ressources. Tu restes quand même assez optimiste, puisque tu dis, sur cette hétérogénéité, on a une matière Oui. extraordinaire, riche, pour Oui. faire du projet. Oui. On ne demande qu'à y croire. Oui. Et effectivement, c'est le travail de Xavier surtout. Donc, ne nous déçois pas, Xavier, s'il te plaît. Mais effectivement, tu es sûr qu'il y a un potentiel Oui. dans le développement et dans le fait que cette ville n'est pas morte et qu'elle est finie dans le sens où maintenant c'est bien à l'intérieur et donc les préceptes du développement vers l'intérieur sont tout à fait possibles dans une ville qui ne demande qu'à exister sans croître. Hein, C'est ça. c'est bien ça. Bon. Sans Eh bien, s'étendre. Elle peut sans croître, s'étendre, exactement. s'étendre. Sans l'étalement dont tu Sans parlais s'étalement. effectivement ici. Ouais. Donc effectivement, on passe sur une autre logique. Qu'est-ce que cette logique aura comme impact sur le plan d'affectation, puisque c'est bien comme ça qu'il s'appelle, C'est ça. un plan d'affectation communale? C'est une question assez intéressante dans un monde qui fait qu'une bonne partie des compétences qu'on avait, quand on voit les dessins qui sont là, où Renan avait l'ensemble des compétences parce que depuis son centre, elle s'étendait, et quand on voit ce zoning par bande autour d'un centre, bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est une toute autre logique. Donc, une question à laquelle alors, vraiment, j'aimerais pas répondre aujourd'hui, mais que ça vienne ne nous le décevra pas. Ce que je propose, c'est que on fasse venir à ta place Martin et qu'on lance une séance. Merci Bruno. Mais non, de rien. Ah oui, tu peux rester là et Martin peut se mettre là, effectivement, s'il vient jusqu'ici avec son masque. C'est le contrat. Et puis on va lancer une série de questions-réponses avant la fin officielle de l'après-midi qui se terminera avec une surprise que Martin annoncera lui-même. Est-ce que vous avez des questions et des réponses, si on arrive à les voir avec cette lumière? Oui. Au fond, que je ne vois pas, mais je vous en prie. Est-ce que j'aurais mon masque, vous me compreniez? Vous me comprenez comme ça? Là, ça va très bien, Très bien. si jamais on paraphrase. Alors, dans les discussions qu'on a eues cette nuit, je trouve que c'était très intéressant. Il y a un point qui m'a marqué, depuis qu'il m'a dit, c'était surtout l'évolution des villes. Et cette évolution des villes, dans un héritage, il y a l'historique, qui a été construit initialement par un centre, et puis après on commence à bâtir autour du centre, en diminuant peut-être l'impact des bâtiments, puis en plus la périphérie, où on a un autre petit bâtiment. Et on constate aujourd'hui que le centre est animé, et plus on s'éloigne du centre, moins il y a d'animation, et on se retrouve avec des cas extraordinaires où on a pratiquement des sortes de quartiers dortoirs où les gens ne s'y retrouvent pas. Et je crois que ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, c'était très important, c'était on doit regarder quel est le bien-être des gens dans une ville. Qu'est-ce qui les attire? Pourquoi tel ou tel quartier est agréable, les gens s'y plaisent. Évidemment, on ne pourra pas, comme on l'a dit aussi, contenter tout le monde. Parce qu'on voit aussi dans l'exemple des villes où tout d'un coup on a fait des zones piétonnes, parce que c'est magnifique, les gens vont être heureux, et non. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé les voitures par le bruit des passants, des pétards, etc., etc. Ce qui a fait que c'est une personne qui préfère encore le bruit des voitures qui est en continu plutôt calme la nuit, se retrouver avec des cris de tailleurs, du vol, etc., etc. On ne peut pas contenter tout le monde. Enfin, je pense que le principe de se dire, pour que les gens soient bien, il faut comprendre pourquoi ils sont bien, qu'est-ce qu'ils cherchent, et puis d'autre part, je crois que ça, n'a pas été dit aujourd'hui, je pense qu'il faut changer cette uniqueté que l'on a, c'est-à-dire on fait que de l'habitat, et on ne fait rien d'autre, on n'a pas la possibilité de mettre un magasin dans tel et tel quartier, et on se retrouve avec justement la nécessité de sortir de son quartier. Il y a des fois une place de jeu, mais il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de restaurant, etc. On comprend bien la question. Oui. En fait, l'appel que vous faites, c'est de retrouver peut-être la part de centre qui manque dans les quartiers, et puis qu'il y ait une animation dans les quartiers qui fait que ça, comme évolution justement, où on était très polycentrique,
finalement, on admette que y a des identités, il y a des quartiers qui devraient gagner en diversité d'affectation. Voilà. Le modèle, par exemple, que peut faire appliquer avec le concept Oasis, Ouais. on verra si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais ça peut être trop nouveau pour avoir un peu de recul par rapport à ça. Mais je pense que voilà, qu'il y a une identité que les gens s'y retrouvent. Oui. Même dans certains quartiers, on arrive à Villa, il y a la possibilité de se parquer, parce que c'est que du terrain privé, et si vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas. Enfin, si vous arrêtez en voiture, vous voulez dire. En voiture, oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de... Parce qu'à pied, Oui, il n'y a pas de problème. Si jamais, ça c'est une règle de base, une fois que vous aurez supprimé les voitures, vous n'aurez plus les problèmes de bruit, et effectivement, vous aurez réglé ce problème-là aussi. Mais par contre, ce que ça pose en arrière-fond quand même, c'est que la capacité de mettre cette diversité d'affectation dans une zone villa, elle est pas si évidente que ça. En définitive, si vous imaginez qu'on va mettre des boulangeries, c'est la question qu'on s'était posée à Morges. On l'a fait. Et ça a été fait, c'est-à-dire que ça a été rendu possible. Ouais. Mais effectivement, ensuite, il faut que les commerces y aillent. Oui, après. On a rendu possible. C'est ça. D'un plan de quartier, d'un plan de zone ou d'un plan général, pour dire ici on veut faire la villa, mais on ne va pas faire n'importe comment. On va pas morceler les toutes et puis on vend ça, etc. Très bien. Merci pour votre intervention. Oui. En fait, pour revenir au début de l'après-midi et sur les qualités ou pas de notre règlement du plan d'extension, puisque c'est son petit nom pour encore quelques années, en fait, il ne dit rien de ce qu'on peut faire ou pas faire dans la zone villa. Donc les quartiers de villa, si vous voulez y mettre de l'activité, enfin, à part que ça pourrait déplaire à vos voisins, mais rien, réglementairement s'y empêche, et c'est probablement plus une innocence de l'époque d'avoir dit, puisque la zone s'appelle villa, c'est que c'est pour faire de la villa. Mais en fait, c'est écrit nulle part. Donc, à contrario, le reste est possible aussi. L'innocence, ça veut dire ce qui n'était pas indiqué, donc ça veut dire pas de règle. Je dis ça, je dis rien. Christian. Pour On a répondre des excès. à votre question, moi je crois que la condition pour que ça fonctionne, c'est d'abord la densité. Si vous n'avez pas suffisamment de personnes qui vont acheter leur petit pain le matin à la boulangerie, elle ne marchera jamais. Tout à fait. Donc si vous mettez les gens, ça viendra tout seul. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller ouvrir une boulangerie quelque part, dans un quartier où on en aimerait une, à moins que la commune le subventionne. Xavier. Oui, je pense qu'il y a une autre dimension dans cette question, c'est en fait le fonctionnement de la société. Et moi, j'ose espérer qu'on est dans un tournant, que je pensais que j'y étais déjà quand j'étais jeune, peut-être même pas encore étudiant. Les années 70 dont a parlé Bruno, effectivement, on voyait cette période pleine de promesses et de transformations radicales. Mais bon, aujourd'hui, peut-être ces transformations, elles vont progressivement s'imposer d'elles-mêmes. Dans quel délai, je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui on est dans un monde globalisé, on parle, enfin moi depuis que je fais de l'aménagement, on dit qu'il faut faire de la mixité parce que il faut réduire les mouvements aberrants entre le travail et le logement. Si on mélange, les gens vont moins se déplacer. C'est autant mythique que quand on a inventé l'ordinateur puis on a dit qu'on n'avait plus employé de papier. Voilà, puis donc aujourd'hui on est dans un monde assez fou. Donc il ne suffira pas, disons, de décréter qu'on peut mettre des activités à tel endroit. C'est très bien de le faire, ceci dit, mais disons, voilà, c'est une condition nécessaire, mais de loin pas suffisante. Parce que en réalité, c'est le mode de vie des gens qui doit évoluer, qui doit changer. Et aujourd'hui, on est préoccupé par les circuits courts, il y a d'autres valeurs qui émergent. Et moi, je me fonde des espoirs là-dessus. Et puis, c'est ces modes de vie-là qui vont faire que ces quartiers vont évoluer. Mais c'est très, je pense, utopique d'imaginer que par des règlements, on va faire changer la société. Alors, je pense que les architectes, les urbanistes et plein d'autres gens
on rêve, c'est des fois le sens un peu de notre travail, de faire évoluer ou changer la société. Et puis c'est important d'avoir cette idée. Mais en même temps, il faut aussi être réaliste et conscient de ses propres limites et rester modeste. Bon, c'est intéressant parce que on planifie sur la base de trends, ce qu'on imagine qui va se passer à l'avenir. C'est le projet d'agglomération Lausanne-Morges, par exemple, qui dit 70 000 nouveaux habitants emploi. Il y a une étude du Cotter très intéressante qui est sortie en mars-avril 2019, qui parle des trends comme ça. Moi, je les conteste, ces trends, parce que ça dit numérisation, ça dit on va continuer de vieillir toujours plus vieux, on va continuer de divorcer plus, enfin, comme si on prend ce qui s'est passé puis qu'on va continuer. Mais c'est effectivement une base de travail. Et c'est vrai que si on dit l'avenir sera fait d'urgence écologique, il n'y a aucun de ces trends qui tient la route. Et donc la question, c'est qu'il y a une question citoyenne au départ, et donc un choix de société pour que ces modes de vie puissent exister, ou il y a une situation dans laquelle on va être un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, par exemple, des accès à l'eau, à l'énergie plus compliqués, et qui font que potentiellement ces trends-là, et non pas ceux du Cotter, vont prendre le dessus et donc impacter les modes de vie. Par exemple, si le prix de l'essence coûte vraiment beaucoup plus cher, quelle ville ça va donner, et donc quel règlement doit-on... Quel projet de ville pour les 80 prochaines années doit-on prévoir pour que finalement que la numérisation, l'immigration et le vieillissement de la population se poursuivent, ou qu'on ait une crise écologique majeure avec des ruptures d'approvisionnement, vraiment des gros problèmes écologiques se passent, et finalement ce n'est pas du tout la même vie, et donc pas du tout la même ville. On est d'accord? Une autre question? Je ne vous vois pas, mais j'ai vu une main. Oui. Oui, salut. J'aimerais revenir jusqu'au tout premier bloc d'intervention. Les gens se sont beaucoup exprimés sur le fait que la police des constructions devait plus s'appeler police. J'aimerais bien qu'elle s'appelle plus construction non plus. C'est-à-dire dans le sens où la fabrique de la vie, c'est pas que les constructions, c'est beaucoup d'autres choses. Notamment, on a parlé du vide, on a parlé de l'importance qui vient de s'occuper de la nature en ville, de nos problèmes climatiques, etc. Donc, on a encore une vision qui est assez, unilatérale de ce qui doit être dans un règlement d'urbanisme. Ça doit complètement ouvrir aussi. Mais ce qui suffit, comme le disait Xavier, je crois, il ne suffit pas de le décréter. C'est-à-dire, si on disait police du vide ou bureau du vide, bureau du vide. Est-ce que ça changerait quelque chose, quoi? En gros, alors, dans bureau une des administration, ça aurait des connotations curieuses. Mais du néant. Sa plaisanterie mise à part, enfin, on lui trouvera un nom, ça c'est sûr, mais je suis assez d'accord que construction n'est pas non plus le thème, d'autant moins que police ne convient pas à Catherine du tout. Elle a refusé l'étoile de shérif que le géomètre prédécesseur voulait lui transmettre, très fier et très content. Ah vraiment? Parce que lui, il avait reçu du géomètre précédent. Notre géomètre, ça va très bien. Mais... Ah mais si j'avais su ça avant, j'aurais exigé de venir avec l'étoile. Bon, mais anecdote à part, c'est vrai que toute l'ambition de notre révision, enfin du projet de PACOM, ça s'appelle comme ça, même si ce sera autre chose, même si c'est un projet à la fin, cette ambition est de travailler sur l'entre-plein, donc sur tous les espaces vides, les espaces extérieurs, qu'ils soient privés, parce que ça fait partie de l'affectation, ou publics, même si ça n'en fait pas partie, mais on y arrivera quand même d'une manière ou d'une autre. Et alors nous n'avons pas un bureau du vide pour l'instant, avenant mais une commission des espaces publics qui s'occupe de ça, qui essaye de s'occuper de ça, parce que ça n'est pas ça. Parce que c'est vrai que finalement, le vide n'intéresse pas grand monde. Le vide n'a que des coûts et aucun rendement. Alors, le jour, si on reparlera peut-être tout à l'heure de ce fameux pic urbain, volontiers, un concept de Laurent, donc je lui renvoie, c'est-à-dire qu'à la fin, ça ne sera plus rentable de construire en ville. Donc,
Donc on ne pourra plus non plus exiger quoi que ce soit d'un constructeur en échange de ceci, cela. Ce pic, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y arrivera bientôt? Est-ce qu'on est déjà au-delà? C'est une vraie question. Mais moi j'abonde dans la remarque de Véronique. Oui, le vide, le non construit est fondamental à nommer le bureau autrement. Le problème, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on demande des autorisations à quoi que ce soit, quel que Parce soit qu'il son y a nom, encore des gens qui investissent. Et qui investissent pour avoir une rentabilité. Donc en gros, c'est le rapport marchand au sol qui fait qu'aujourd'hui, on construit, etc. Donc forcément que le vide a cette valeur-là, et effectivement, ma théorie du pic urbain, c'est de dire, à la manière du pic pétrolier, finalement, on a un taux de retour énergétique au début, c'est quand vous êtes sur la parcelle que vous pouvez choisir, de la taille que vous voulez, et puis que vous construisez ça de la façon la plus simple, vous construisez la forme idéale, les nombres d'étages idéaux, et donc le taux de retour énergétique, par analogie au pic urbain, le taux de retour commerçant de cette production de mètres carrés est extrêmement efficace. Mais au bout d'un moment, on commence à faire du développement vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on commence à rajouter les extensions, les surélévations à Genève. On se rend compte qu'il n'y en a pas eu des masses, ou ici. C'est extrêmement compliqué pour trouver un équilibre économique basé sur les mêmes règles de rendement, de rentabilité. Alors, on est dans une période extrêmement favorable avec les taux d'intérêt que nous avons aujourd'hui. Mais malgré ça, on ne peut pas faire supporter au développement vers l'intérieur l'ensemble de tout ce qu'on aimerait produire dans cette ville du XXIe siècle, c'est-à-dire le futur de Renon, c'est-à-dire l'après-plan d'extension et le PACOM. Donc effectivement, il faut trouver, peut-être, il faut rediscuter, comme Xavier le suggérait, sur les modes de vie, en disant de toute façon, il n'y aura rien sans ces modes de vie, sans ces trends, et sans peut-être reconsidérer le rapport marchand que nous avons avec le territoire aujourd'hui. Est-ce que ça passera par un effondrement du système financier? J'en sais rien. Je n'ai pas toutes les réponses. Oui. Pardon. Oui, vas-y. Je pense qu'il y a un distinguo important à faire entre le profit et le rendement. Parce que ce qui guide aujourd'hui majoritairement la dynamique urbaine, puis pas que, c'est le profit. Oui. Et puis ce paradigme, disons, il conditionne tout notre rapport à la planète. Voilà. Mais le jour où ce paradigme change, ce n'est pas une fatalité, à mon avis. Parce que, disons, ce qui peut motiver une transformation. Aujourd'hui, il y a eu, si je prends un exemple édifiant à Lausanne, Druet, donc on a un immeuble que j'ai visité même, qui était franchement en bon état, qui nécessitait peut-être qu'on s'occupe un petit peu de sa santé, mais sans plus. Mais en fait, pour justifier une transformation lucrative, c'était pas une question de rendement. On surinvestit dans ce bâtiment parce qu'on décrète qu'il faut qu'il y ait 2 salles de bain, parce qu'on décrète que la cuisine elle doit être au moins de cette surface, qu'il faut que l'ascenseur ci et puis ça, ce qu'aucun des habitants demande. Donc, je pense que ce pic que tu évoques, il correspond à un certain mode, disons, économique d'appropriation ou de valorisation de la ville. Mais ça ne veut pas dire que la ville va mourir, justement, à cause de ça. Elle mourra peut-être, mais alors ce sera pour des questions plus graves. Évoqué, justement. D'autres questions, remarques? Moi, j'aimerais revenir sur cette notion de dessiner la ville, qui est finalement, si je vous comprends bien, plutôt dessiner la ville à l'échelle des quartiers, par morceaux. Qui est pour moi, en tout cas, comme je l'ai évoqué, comme je l'ai pu intervenir tout au début, qui est pour moi un modèle un petit peu passéiste, je dis, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout le même parcellaire qu'à l'époque. Et Renan, en particulier, je trouve, est cette ville qui n'est peut-être pas finie, mais c'est une ville qui est occupée, quoi. Les parcelles sont occupées, je ne sais pas combien de pourcents, mais on doit être proche du 95%. Et comment encore dessiner cette ville, ça c'est ma question, ces quartiers, quand on a un foncier de ce type-là, qui est une spécificité, je pense, des agglomérations aujourd'hui qui sont occupées, justement. Moi, j'aimerais aussi prolonger cette question-là, parce que dessiner la ville, on
voit qu'il y a une certaine échelle en dessous de laquelle on ne peut pas dessiner chaque petit morceau l'un après l'autre. Et ça n'aurait certainement pas de sens. Dans une ville dont on a beaucoup dit qu'elle n'est pas finie, mais elle est très construite, enfin elle est là, dans une ville dont on a énormément dit qu'elle a des limites, des entre-deux zones, des confrontations de typologie extrêmement brutales, mais dans le bon sens du terme. Enfin, on passe d'une tour à une villa, de la villa à un ensemble moyen, sans vraiment transition, et ça marche. Je veux dire, c'est certainement très moche d'un point de vue d'un dessin bien organisé. D'ailleurs, c'était un matin, un journaliste cherchait une comparaison, il avait vu un projet absolument moche. Il disait, c'est moche comme Renan. Et il avait enfin trouvé sa comparaison, il était heureux. Alors, il n'habite certainement pas Renan, parce qu'il se trouve que toute cette hétérogénéité, ou ce chaos, ce non-dessiné, en fait, vit très bien. Aujourd'hui, on n'a pas parlé des habitants, on a parlé beaucoup de maîtres d'ouvrage, on a parlé d'architectes, d'urbanistes, bien sûr, puisque c'est nous. Mais tout ça, à la fin, vit, et une ville est vivante quand même tant qu'il y a des habitants dedans. Un altruisme. Et ceux-ci, en tout cas, ne se plaignent absolument pas d'y être. On a rencontré la maire de la population de Renan hier. Ma population, mes habitants. C'est le contrôle des habitants de Renan qui parle comme ça, c'est extraordinaire. Et au fond, la plupart des gens de Renan vivent très bien là où ils sont. Peut-être paradoxalement, parce que d'un point de vue dessin IN, ça ne joue pas. Puis par contre, d'un EIN, ça fonctionne, par contre, ça vit extrêmement bien. Et donc, quoi de plus finalement? On peut compléter, modifier, embellir. On revient à l'embellissement, mais on ne va pas changer grand-chose. Et la table rase pour redessiner, moi je suis très sensible à ce que plusieurs personnes ont dit. Au fond, les bâtiments existants, c'est une matière première. Et pour des raisons patrimoniales ou pas, les bâtiments sont là, les structures sont là. Et, c'est une ressource. C'est une ressource qu'aujourd'hui on jette à la poubelle pour faire au mieux des talus d'autoroute ou du béton recyclé, etc. Alors qu'on peut en faire autre chose, indépendamment de leur qualité. Christian, tu voulais intervenir. Je crois que pour le dessin, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. On veut savoir que veut devenir Renan. Quand on a commencé à Aarau, la commune nous avait dit notre but c'est d'être 50% de plus de personnes dans X années, mais pas 1 mètre carré de plus en zone. Voilà, c'est une vision. Virgule, serrez-vous. Virgule, montrez-nous comment. Montrez-nous comment. Est-ce que c'est possible? Ça a des conséquences. Ça va transformer certains quartiers de la ville. Et il y aura d'autres quartiers qu'on ne voudra pas transformer parce que justement ils ont une valeur architecturale, urbanistique, de vie, de qualité, etc. Alors, on a dû voir où est-ce qu'il y a des potentiels. C'est très technique, mais il faut le faire. Il y a des endroits où il y a un potentiel, il y a des endroits où il n'y a pas de potentiel. Là où on veut garder le quartier tel qu'il est, il n'y a pas de potentiel. Il y a quelques mètres carrés peut-être dans les combles, etc. Mais c'est pas là qu'on va mettre 50% de plus de population. Oui, mais alors, finalement, on a dit, là, on pourrait, et on a dit, si on le faisait, ça aurait telle conséquence. En volumétrie, en espace public, en surface verte, etc. Alors, il faut montrer ce que ça veut dire. Et se montrer ce que ça veut dire, c'est pas avec des mots. J'ai déjà dit tout à l'heure, il faut le dessiner. Et c'est pas dessiner toute la ville, mais c'est dessiner là où ça va changer, où la ville va être transformée. Même si ça peut être l'expression d'un choix, par exemple de dire, il y a 3 avocats et de médecins dans cette zone ville-là, donc on entretient des disparités très importantes, on fait supporter à certaines parties de la vie pour des questions plus politiques ou d'appréciation des choses qui deviennent insupportables, on maintient des inégalités qui deviennent une sorte... Alors, ça ne veut pas dire qu'en termes de forme, je suis pour l'homogénéité à tout prix, mais il y a différentes façons de considérer l'homogénéité ou l'hétérogénéité dont on hérite. Mais
il y aura toujours des médecins, il y aura toujours des gens qui vont avoir plus d'argent que d'autres, toujours. Et plus de Alors, recourrites, c'est ça que... Oui, alors est-ce Ah que non, c'est à nous qu'est-ce que veut la ville? Ouais. Et une fois qu'on a cette vision, une vision c'est dessiné, c'est pas seulement décrit. Tout à fait. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que comme avec Espace Suisse, on est déjà venu plusieurs fois à Renan pour différentes questions de séminaires, pour un conseil avec Christian. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ce dessin, c'est que il est, je pense, déjà dans la tête des politiques. Parce que depuis 2000, cette ville, moi je l'ai connue quand j'étais étudiant à l'ETFL, elle a énormément changé. Et j'avais fait une interview de Tinetta Metz pour la revue Un Forum. Et puis, vraiment en termes d'image, cette ville, elle a énormément évolué. Et j'ai l'impression qu'il y a une stratégie quand même. Simplement, elle n'est pas formalisée sur le papier. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, le dessin, il existe déjà. Simplement, personne ne l'a posé. Mais quand on voit tout ce qui s'est construit dans le centre de Renan, parce que c'est une ville finie, mais vu de l'extérieur, vu de Berne, c'est une des villes de l'agglomération lausannoise qui s'est le plus transformée ces 20 dernières années. Tous les nombreux projets, on voit le site internet Renan en mouvement, c'est impressionnant la quantité de chantiers et de trucs qui sont en cours. Donc je pense que qu'on parlait du bien-être des habitants, je pense aussi c'est parce que la ville a énormément investi dans l'espace public, dans la mobilité, que les gens s'y sentent bien. Parce que si Renan était resté comme moi je l'ai connu quand j'ai débarqué ici en 97, s'il ne s'était rien passé en 23 ans, je ne suis pas sûr qu'il y aurait ce climat-là. Donc il y a eu un énorme investissement des politiques pour une politique des espaces publics, pour une densification avec les CFF, avec la place du marché, etc. Donc il y a énormément de projets qui sont réalisés. Et quelque part, j'ai l'impression que le dessin, il est déjà là. Il faudrait juste une fois prendre le crayon et le poser sur papier. Parce que le risque, c'est que si les politiques changent, peut-être que le dessin, il va se perdre. Alors qu'une fois, ça vaudrait la peine de formaliser cette vision qui existe déjà dans un document. Et finalement, une image directrice ou un plan directeur, c'est rien d'autre. Ça n'a pas besoin d'être un truc très compliqué. Ça peut juste être la pratique qu'on a déjà depuis 20 ans, d'une fois de la formaliser dans un document. Donc le projet existe. C'est ça. Dans Moi, différentes têtes qui sont ici, puisque M. Beuret interpelle le politique, c'est peut-être le moment de demander à notre municipal qui nous écoute depuis le début de la journée d'enlever son masque. Caché derrière son masque. Caché derrière la lumière surtout. Et peut-être de répondre sur ce point-là. Pour répondre, c'est vrai que c'est dans nos têtes. Et j'ai envie de dire, en 2006, il y a eu un grand remaniement au niveau de la municipalité. Et il y a eu un moment où on a dit, Renan ne veut plus être une banlieue, elle veut être une ville. Et à partir de là, on a travaillé avec les gens, on a fait des processus participatifs de façon régulière pour être au plus près justement de ses habitants. Parce que au fond, ces politiques qui font la pesée d'intérêt, ces vilains qui doivent tant accepter ce que le droit le permet aux propriétaires, mais qui doit autant le défendre auprès de ses habitants, elles doivent à un moment amener les projets à ce qu'ils deviennent cette qualité de vie qu'on cherche. Mais j'ai envie de dire, ce qui s'est passé là, maintenant, avec ce futur plan d'affectation communale, appelons-le comme ça, moi je ne sais pas, nous on a beaucoup fonctionné avec des plans de quartier parce qu'on croit au projet. Et j'espère qu'on continue à faire du projet, même en lui donnant cette connotation très administrative d'affectation. Aujourd'hui, et je regarde Catherine Mertz, on est soumis à une pression énorme, parce que la loi dit qu'il faut construire la ville en ville. Nous, on a accueilli cette vision. Moi, j'ai porté ce changement légal. On doit l'accueillir, mais pas avec le contexte qui met une pression, des rendements, des nécessités de répondre aux coûts, enfin, etc. Nous, on cherche encore cette qualité de vie, qualité de ville. Et le mot que j'ai envie de dire, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, Bruno, tu as rappelé que c'est déjà en 1970 qu'on disait, d'ailleurs toi tu le dis aussi, et je l'ai vécu aussi comme ado, ce changement qui dit que le monde, à un moment, il sera fini. Moi, quand j'ai fait mes études de géographie en 1980, on parlait déjà de pic pétrolier. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est qu'aujourd'hui qu'on commence à le prendre en compte. On a continué comme si de rien n'était. Et moi, je souhaiterais vraiment, avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui, qu'on arrive à faire un plan qui est un projet
mais qui permet ce changement de paradigme pour porter cette qualité de ville, qualité de vie. Et puis, voilà, il y a une ambition et une pression mise sur l'équipe qui travaille, mais c'est ce qu'on souhaiterait à la fin. Parce que c'est vrai que ça ne nous intéresse pas d'avoir un règlement qui nous dit ça c'est juste, ça c'est faux. Ça ne sera jamais juste, jamais faux. Et quelque part, ces habitants dont vous parliez, M. Beuret, on est heureux que les gens y soient bien, et puis on aimerait qu'ils continuent à être bien, et puis dans ce monde qui change, ce changement de paradigme, on doit continuer à y être bien. Et nous, le vide, il est essentiel. Quand je me souviens, quand on a lancé ces études, enfin demandé le crédit d'ailleurs pour lancer ces études, il a fallu l'expliquer à la journaliste. Ça, c'est le travail de la municipalité. Ça, c'était extraordinaire. Je lui ai parlé du vide, c'était le silence. Elle m'a regardé avec des yeux, mais ça veut dire quoi? Quel vide. Voilà. Or, c'est ce qui est important et c'est ce qui fait encore une fois la qualité de vie en ville. Et puis, c'est essentiel. Enfin, on croit à ce changement et on est heureux de ce qui s'est passé ces derniers temps, mais on a trop souffert pour léguer le futur instrument qu'on va donner aux suivants, pour leur léguer un instrument où ils souffrent à ce point. Donc il faudra vraiment qu'on soit fort pour permettre le changement sans ne plus être soumis tout le temps à ces pressions économiques de rendement qui sont quand même malsaines en ville finalement. Parce que ça chasse nos habitants au final. Quand CFF vient, fait un plan de quartier, enfin on fait un plan de quartier avec eux, puis on leur demande un IMS, et puis que finalement l'IMS, ils ne permettraient même pas à leurs rentiers d'y habiter tellement ça devient cher, il y a un souci, il y a un vrai souci. Voilà, donc on compte sur vous. Et moi, vraiment bravo, merci pour tout ce travail que vous avez fait cet après-midi, c'était passionnant. Je m'étais noté 2-3 points, j'ai pu cocher partout, j'ai des nouvelles idées pour chaque point. Ouais. Moi, j'ai peut-être dû faire ma première pré-conclusion avant celle de Martin. Je pense qu'on a mentionné le fait que c'était très précieux d'avoir des bonnes gouvernances, mais aussi d'avoir les bonnes personnes, pas juste dans leur profil, mais dans leur capacité à réagir. Et je trouve que dans ce que vient de dire Tinetta Mestre, qui n'est pas urbaniste et architecte en définitive, ça montre quand même que d'avoir un soutien politique assez sensible sur cette question-là, parce qu'aller vendre le vide à une journaliste, c'est quand même déjà un pas que un comptable, pour reprendre l'ennemi premier donc, de ma vision de faire de l'urbanisme, aurait peut-être de la peine à faire. Et donc, c'est vrai qu'il faut rester fidèle à Renan. Il faut rester, il faut se représenter régulièrement et puis pas quitter le service. Parce qu'effectivement, il y a aussi dans tout ce dont on parle une question de durée. Et cette question de durée, pour que ça puisse fonctionner, qu'on puisse vraiment changer la vie, changer la ville, il faut du temps et ça nécessite qu'on ait des gens qui soient fidèles et puis qui soient désirés, c'est-à-dire souhaités. On a entendu hier de la chef du service de la population que sur les 21 000 habitants de Renan, il y avait quand même 10 000 qui changeaient chaque année, ce qui fait un roulement quand même assez important. Et je pense que là, il y a une question qui peut s'expliquer de plein de manières différentes. Et il ne faudrait surtout pas alors, présumer que c'est parce que Renan c'est affreux, etc. C'est peut-être juste parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui habitent ici. Et donc que cette question-là, et cet attachement à Renan, il peut résister et il a tout pour s'ancrer, on va dire, dans la commune. Et je crois qu'il a tout pour bien faire. Martin, magnifique conclusion. C'est ton travail maintenant, une vraie improvisation, bon. S'il te plaît. Merci. Mais enfin, je suis ravi qu'on ait pu choisir les mandataires qu'on a. Pour l'anecdote et pour ceux qui ne savent pas, ça s'est fait en confinement et avec tous ces outils malheureux qu'on a utilisés ce printemps. Mais donc ça s'est quand même très bien passé à la fin. Je vais surtout pouvoir rajouter à tout ce qui a été dit d'extrêmement brillant. On va devoir digérer ça, devoir y travailler, messieurs. On espère que Rebecca revient très vite pour pouvoir nous aider aussi, c'est certain. S'il fallait retenir une seule chose, à part les compliments amplement mérités
à Catherine, merci. Encore bravo. Oh, Catherine, merci. On a parlé de bonus, et un bonus m'a semblé extrêmement important, c'est le bonus temps. Je ne sais plus à quel moment c'est venu, mais de dire un bon projet ira plus vite qu'un mauvais. Et donc, dans la tête d'un promoteur, ça fait tchkling, 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 évidemment. Donc, c'est peut-être un levier suffisant pour dire, mais si vous venez avec un bon architecte, un bon projet, on va s'occuper de vous. Et sinon, bah, ça prendra plus de temps. Et ça ouvre des perspectives vertigineuses. Voilà. Alors, comment le formaliser dans le règlement? Jamais. Non, ce sera écrit nulle part. C'est comme le dessin, on le connaît, mais voilà. Sinon, enfin, il y a énormément de choses qui ont été dites, énormément de choses sur lesquelles on va travailler, et je m'en réjouis beaucoup. Le quotidien d'une administration n'est pas comme ça tous les jours, je tiens à vous le dire, et c'est rare, et c'est très précieux pour nous, vraiment. Donc, merci à vous tous. Et l'immense surprise incroyable qui vient en fin de journée, c'est un verre à l'extérieur. Un verre quand même un peu Covid, tenez-vous à distance les uns des autres, ne vous sautez pas dans les bras, n'échangez pas vos verres. C'est de votre responsabilité individuelle, plus de la nôtre. Voilà. Bonne soirée. Merci à vous.